Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité aujourd'hui a disputé 163 Grands Prix en Formule 1. De 1983 à 1993, il en a remporté 3 à une époque où Ayrton Senna et Alain Prost trustaient les pôles positions et ne laissaient que des miettes à la concurrence. Il a ensuite pris le chemin de l'endurance en participant à plusieurs reprises aux 24 heures du Mans. À la fin de sa carrière de pilote de course, ce résident monégasque de longue date a fondé une société de courtage spécialisée dans les ventes et acquisitions d'avions privés et d'hélicoptères, qui fait référence aujourd'hui dans le domaine. Bonjour Thierry Boutsen. Bonjour. Alors, est-ce que ça vous va quand je dis que vous êtes aujourd'hui spécialisé dans la vente et l'acquisition d'avions et d'hélicoptères? Parce que vous êtes plutôt un pilote au départ. Pilote de course, pilote d'avion, oui. Oui, c'est ça, bien pilote. Bien sûr. Vous aimez être aux manettes, quoi. Oui, bien sûr. Et j'ai toujours l'esprit de compétition en moi, c'est sûr. C'est vrai. Et j'explique toujours aux gens que moi, je gère ma société donc de courtage dans l'aviation d'affaires, un peu comme une écurie de course, où tout le monde est là pour faire gagner l'équipe, fait. Et chaque fois qu'on vend un avion ou qu'on vend un hélicoptère, c'est comme si on gagnait un Grand Prix. Donc, on a cette satisfaction-là qu'on partage avec tous les membres de l'équipe et tout le monde travaille dans le but de faire gagner l'équipe avant tout besoin personnel. Je vous écoute et je me dis, en Formule 1, on a l'image de ce pilote de course qui est un peu seul. Est-ce que vous me décrivez, c'est une aventure d'équipe plutôt? Mais ça a toujours été, ce sera toujours une aventure, parce qu'il y a le pilote qui roule avec sa voiture, mais le fait de participer à un Grand Prix veut dire qu'on a déjà fait des centaines et des centaines de kilomètres d'essais. Les ingénieurs préparent les voitures déjà au moins un an et demi à l'avance. Il y a toute une équipe derrière, toute une infrastructure. Bon, quand moi je roulais, il y avait beaucoup moins de monde que maintenant, mais il faut savoir qu'actuellement, il y a entre 1200 et 1500 personnes qui travaillent pour faire rouler, pour développer, pour faire gagner une Formule 1 ou même le faire perdre aussi. Ils ne sont pas tous on-site quand même. Non, mais il y en a beaucoup en ça. Il y en a entre 80 et 150, ça dépend un peu des équipes. Hein. Ah, c'est beaucoup. Déjà, rien que pour changer les pneus, il y a 16 personnes. Ah oui, pour changer les pneus. Donc, change les pneus en moins de 3 secondes. En moins de 3 secondes. Si on le fait en 3 secondes, on se fait huer. Donc... C'est ça. Moi, je les écoute commenter et puis à chaque fois, ils disent « Oh là là, c'est une erreur monumentale, ils ont fait 3 secondes 2. » Commenter, c'est facile, mais il faut se mettre à la place des gars qui le font. Et c'est pas facile du tout. Mais donc, il y a une énorme préparation derrière. Et le fait, c'est vrai, le pilote est seul dans sa voiture, il se bat seul contre les autres, mais il se bat avec tout ce que son équipe a construit pour lui. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Hein. Ce que vous dites, le pilote... Alors, à Monaco, en tout cas, pendant 76 tours, il n'y a pas de relais, on est seul dans sa voiture, à part quand on fait un pit stop pour changer ses pneus ou pour autre chose, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des moments dans une course... Parce que là, on dit 76 tours. Est-ce qu'il y a des moments dans une course où on décroche, où on pense à autre chose? Ça vous paraît peut-être incroyable ce que je vous demande, mais je me dis 76 tours. Ouais, je vais donner une explication très simple qui illustre bien ça. C'est que sur les circuits automobiles, on arrive très souvent, et en Formule 1, peut-être pas à Monaco, on est un petit peu moins vite que ça, mais à rouler à 360 km/h. C'est juste pour donner une idée. 360 à l'heure. On arrive à 300 ici à Monaco. En sortie du tunnel, on est à 300 à l'heure. 360, ça fait 100 mètres secondes. 100 mètres à la seconde, ça veut dire qu'un dixième de seconde, on fait 10 mètres. C'est la distance entre la route et le mur. Donc si on perd sa concentration à autre chose, que l'on pense à, je sais pas, un problème qu'on aurait au bureau ou quoi que ce soit, on est dans le mur. Il n'y a pas d'autre issue. Donc on est concentré à 100%, je dirais même à 1000%, du départ jusqu'à l'arrivée. Et il n'y a pas une fraction de seconde où on perd sa concentration. Sinon, ça s'est vu plusieurs fois, les gens qui fatiguent, les pilotes qui sont mal préparés physiquement, qui sont atteints un peu de fatigue comme ça, ils se déconcentrent un tout petit moment et c'est le moment où on termine dans le mur. Ouais. C'est arrivé au plus grand, ça m'est arrivé aussi. C'est arrivé à Ayrton Senna ici à Monaco aussi. Une petite erreur de concentration, c'est fatal. C'est un enjeu mental alors? Parce que vous dites préparer physiquement, mais mental. Alors c'est physiquement qu'on doit être préparé à affronter mentalement. C'est les deux, mais à partir du moment où on est physiquement très en forme, le mental suit automatiquement. Quand le physique n'est plus là, le mental n'est plus là non plus, c'est sûr. C'est un ensemble de choses qui fait qu'on a besoin d'être à 100%. En fait,
pour gagner un Grand Prix, on a besoin de 100% de tout. De ses Que facultés ce soit complètes, ouais. le châssis, le moteur, les pneus, les mécaniciens, les ingénieurs, la communication avec le box. Ouais. Et le pilote aussi doit être à 100%, sinon on n'y arrive pas. Donc c'est vraiment un sport au sommet et on fait pas plus compétitif que ça. C'est vrai. Hein. Parce qu'au-delà, alors vous dites, j'ai toujours l'esprit de compétition en moi, donc ça veut dire qu'à la base, un des skills essentiels du pilote, c'est d'avoir cet esprit de compétition, de vouloir gagner. Ça, c'est. Enfin, comme tous les sportifs, je pense. Hein. Il n'y a pas beaucoup de sportifs qui veulent jouer pour perdre, hein, ça, c'est sûr. Je n'en connais pas un. C'est ça. Donc il y a ça. Et quelles seraient, selon vous, les qualités essentielles pour être un pilote ? Parce que vous me dites pilote de course, bon, on va parler du pilote d'avion aussi. Pilote, le mot pilote, hein, celui qui drive, en fait. C'est quoi pour vous les qualités essentielles ? Parce qu'on peut travailler, mais il faut aussi avoir quelque chose d'autre que les autres. Hein. C'est du multitasking, en fait. Ouais. Il faut être bon dans tout ce qu'on fait. Ça veut dire qu'un pilote doit pouvoir conduire vite, être à la limite trouver la limite de la voiture d'abord, et de pouvoir y rester à cette limite-là pour aller le plus vite possible. Mais il faut pouvoir la mettre au point, il faut pouvoir comprendre les qualités et les défauts de la voiture. C'est tout un ensemble de choses. Il faut pouvoir communiquer avec les ingénieurs, donner les bonnes informations. Transformer ça en mots, oui. Voilà, qu'ils développent la voiture dans le bon sens et pas dans un sens erroné. On a vu plein de fois des pilotes qui n'arrivaient pas justement à décrire le comportement de leur voiture. Moi, j'ai eu des équipiers comme ça, d'ailleurs très très notables, comme Alessandro Nannini, par exemple. Quand j'étais dans l'écurie Benetton, lui, les briefings, ça l'intéressait pas du tout, les débriefings encore moins. Il me dit, moi, je fais comme Thierry, puis c'est tout, au niveau du réglage de la voiture. Mais ça lui allait bien aussi, parce qu'il n'était pas capable de pouvoir exprimer ce que la voiture faisait. Il était excellent pilote, mais il était surdoué. Instinctif peut-être, oui. Oui, surdoué pour le pilotage, mais ça s'arrêtait là, quoi. Et il l'avouait franchement, et c'était une partie de rigolade à chaque fois qu'on en parlait entre nous. Hein. Parce que ce que vous me dites, c'est que c'est un monde où il y a de la bonne humeur, alors. Il y a beaucoup de challenges. Ouais, c'est sûr, c'est évident. On a passé des très très bons moments tous ensemble. Hein. Ouais. C'était à l'époque, quand moi j'ai roulé de 83 à 93, où on avait des bons moments ensemble, on pouvait communiquer, on pouvait partager aussi, on allait parfois en vacances ensemble entre deux grands prix. Il y avait peut-être moins de visibilité qu'aujourd'hui aussi. Beaucoup, beaucoup moins. On pouvait s'isoler aussi. Bon, j'ai passé des moments extraordinaires avec Ayrton Senna. C'était mon meilleur ami dans la Formule 1. Et bon... Dans la caravane, presque, on dirait. En dehors des circuits, on se voyait soit chez lui, soit à des endroits. On s'est retrouvés à l'île Maurice, par exemple, ensemble, entre deux grands prix et des choses comme ça. Donc, je ne sais pas si c'est des choses qui se font encore aujourd'hui. Hein, je ne pense pas. C'est peut-être, les temps ont changé, hein, c'est peut-être le niveau d'exposition avec les réseaux sociaux, avec les contrats d'image qui se sont quand même beaucoup développés. Il y a peut-être ça, et puis il y a peut-être plus de concurrence encore, non ? De concurrence, je crois que ça a toujours été pareil, mais je crois que le niveau est très, très, très élevé, notamment au niveau technique, au niveau de la communication aussi, c'est vraiment devenu l'image, c'est vraiment devenu un show business. Il y a beaucoup moins de, l'esprit course est là, oui, une fois que le départ de la course est donné, mais la façon dont ça se passe, c'est très différent de mon époque. À mon époque, ce qui comptait, c'est le chrono. On allait le plus vite possible. On nous donnait un circuit, on nous donnait une voiture. Ce qui comptait, c'est d'aller le plus vite possible. Aujourd'hui, il y a toutes ces règles qui interdisent aux pilotes de prendre une ligne blanche, dès qu'ils dépassent un petit peu, qu'ils vont sur la ligne bleue, ils sont pénalisés. Moi, je trouve ça très, très dommage, parce qu'on ne laisse pas aux gens la possibilité de s'exprimer comme ils devraient le faire. C'est un ensemble de choses qui ont fait pour le bon et le mauvais, hein, j'allais vous dire, Thierry. C'est-à-dire, peut-être que par moment, s'exprimer aussi, c'est de couper la ligne bleue alors qu'on n'a pas le droit de le faire. C'est peut-être ça aussi. Ça veut dire quelque chose du pilote, non ? Oui, mais ça veut dire qu'on fait des circuits aujourd'hui qui sont plus du tout les mêmes qu'avant. Auparavant, on avait des bordures, on était obligé de rester en deçà de la bordure. Sinon, on faisait une erreur, on perdait du temps, et puis voilà. Aujourd'hui, ils ont enlevé la bordure, mais ils ont mis une ligne blanche à la place, donc tout le monde essaie de couper. Et fatalité, il y en a qui trouvent un petit peu trop. Voilà, ça n'a plus rien à voir. Hein. C'est ça. C'est un peu dommage, mais enfin bon. C'est très différent à beaucoup, beaucoup de niveaux. On a toujours cette impression que l'évolution, avec le temps, que les choses évoluent. C'est toujours difficile de dire c'était mieux avant.
Parce qu'il faut vivre avec son temps. Mais c'est aussi... Je ne dis pas c'était mieux avant ou c'est mieux maintenant. Je dis c'est très différent, C'est très différent. ouais. Et je trouve qu'à ce niveau-là, en fait, au niveau du pilotage, ça a beaucoup changé parce que les gens sont obligés de conduire tout à fait différemment aujourd'hui, de par les réglementations qui est en place. Et nous, on était limités par le chrono, c'est tout. On n'avait que ça qui comptait. Il n'y avait pas à votre époque les pénalités pendant la course? On pouvait pas. Alors, on pouvait vous arrêter ou pas? Il y avait quand même des directeurs course qui pouvaient vous arrêter. En cas de conduite dangereuse, on pouvait nous arrêter, bien sûr. Ouais. Ou quand il y avait quelque chose qui n'allait pas sur la voiture. C'était quoi? C'était un drapeau rouge? Un drapeau noir et blanc, un drapeau avec un grand cercle dessus, ou un drapeau... Il y avait quelques indications comme ça. Mais on était libre de faire ce qu'on veut, à condition qu'on reste dans la limite de la sportivité, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Alors, tout à l'heure, vous me disiez, nous, ce qu'on voulait, c'était aller le plus vite possible, mais il fallait comprendre la voiture. Ça, c'était une question que j'avais pour vous. Je me suis dit, puisque moi aussi, j'aime conduire, enfin, on est nombreux à aimer conduire. Mais comment on repère quand ça va mieux, quand ça va moins bien? C'est quoi? C'est une question de bruit, de vibration, de... C'est une question de sensation aussi. Ouais. En fait, on cherche toujours à avoir une voiture très équilibrée, qui rentre bien dans les virages, qui si elle glisse des 4 roues, une petite dérive des 4 roues. Quand on accélère, il ne faut pas que le train arrière déboîte et tout ça. Donc, on doit arriver à trouver le réglage, le compromis mécanique pour avoir l'adhérence mécanique de la voiture, mais aussi aérodynamique, parce que les ailerons apportent beaucoup de poids sur la voiture et sur les suspensions. Donc, ça plaque la voiture au sol. Ça plaque la voiture au sol, mais si elle est mal réglée, ça va la plaquer soit devant, soit derrière, donc ça va être inconduisible. Et il y a toute une série de réglages à faire pour que la voiture devienne neutre et à la limite facile à conduire. Mais c'est parfois très très difficile d'y arriver. Ça peut être très long. Ce que vous me disiez, quand on arrive en Grand Prix, on a des centaines d'heures d'essais. Donc, maintenant c'est un peu différent. Maintenant c'est beaucoup de simulateurs, c'est beaucoup de soufflerie, oui. De soufflerie aussi. Ça on avait déjà de notre temps aussi, mais pas aussi sophistiqué que maintenant, c'est sûr. Donc la partie, je dirais, de simulation aujourd'hui est beaucoup plus importante que de mon temps quand j'ai l'air d'un vieux, tout vieux quand je parle comme ça, mais ça a évolué très très vite. Ça veut dire qu'il roule moins que vous en fait. Effectivement. Effectivement, oui, il roule beaucoup moins en essai. L'époque où je conduisais en F1, en fait, quand j'étais chez Benetton ou chez Williams, par exemple, on avait 2 écuries distinctes. Une qui faisait tous les essais et l'autre qui faisait les courses. Et quand on terminait un Grand Prix, on prenait l'avion et on allait sur un autre circuit faire des essais avec la voiture ou avec l'équipe d'essais qui était en place, déjà dans un autre endroit du monde. Donc on roulait, je veux dire, quand j'étais chez Williams, j'étais assis dans la voiture de course 120 jours par an. C'est beaucoup, 120 jours par an, plus tous les voyages, plus tout ce que j'avais à faire pour les sponsors, plus tout le reste, ça laisse pas beaucoup de temps libre. Mais 120 jours assis dans la voiture pour la construire avec les ingénieurs, pour la faire rouler le plus vite possible, être la plus efficace possible. Puis de temps en temps, il y avait un Grand Prix comme ça, mais on n'en avait que 16. On n'en avait que 16 il y en avait moins que maintenant, c'est sûr, ça aussi ma question. 16, hein. Et alors que maintenant, c'est 25. Ah ouais. Il y a quand même une grosse différence. C'est énorme. Est-ce que c'est... ça a été l'augmentation du nombre de Grands Prix, selon vous, est-ce qu'elle est rendue possible par les moyens qui sont consacrés aux écuries ou parce que les voitures ont évolué? Parce que qu'est-ce qui fait qu'il n'y en avait que 16 à votre époque? C'était la limite que vous puissiez faire ou pas? Il n'y avait que 16 pays qui étaient capables d'organiser un Grand Prix à ce moment-là. C'est ça qui a changé. Parce que tout était moins développé, notamment au niveau médiatique. Hein. Au niveau des médiatiques, et au niveau des déplacements, c'était moins facile aussi. Pour faire traverser l'Atlantique à une voiture ou quoi que ce soit, c'était moins facile. Oui, c'est sûr. Il y avait des avions qui avaient été affrétés par Bernie Ecclestone pour mettre toutes les voitures dedans. Il y avait un ou deux 747 qui étaient... ils faisaient rentrer les voitures comme ça, Tout le matériel rentrait là-dedans et allait d'un circuit à l'autre. Mais c'est pas du tout comme maintenant. Maintenant, c'est chaque écurie qui cadence. Fait son... Non. C'est toujours pareil. C'est toujours organisé, oui, bien sûr. Sinon, il ne pourra pas le faire. Hein. Oui, parce que là, au niveau financier, quand même, et logistique, ça représente un défi. Surtout logistique. Parce qu'on est très étonnés, parce que, alors on aime à dire que le Grand Prix de Monaco, c'est un défi logistique pour Monaco, parce que quand même, en moins de 2 mois, on passe d'une ville à un circuit, avec des tribunes, de l'asphalte qui est complètement refait, des rues qui changent, enfin des voies de circulation qui changent. Enfin, c'est quand même un défi logistique. Et après, on voit le paddock s'installer, et là, on se dit...
le défi logistique, il est aussi pour... Il est énorme. Et donc, quand on voit ça, il est impensable pour quelqu'un de non instruit ou non habitué à ce genre de choses-là d'arriver à comprendre qu'en moins de 2 mois, on peut faire un circuit qui soit digne de la Formule 1 ici à Monaco. Et puis quand c'est fini, tout s'arrête. Et puis un mois après, on n'y voit plus rien du tout du Grand Prix. Donc, c'est extraordinaire. Ils ont des leçons à donner à beaucoup, beaucoup de monde. Il y en a beaucoup de gens qui ont essayé de s'inspirer de cela, mais qui n'y arrivent pas. D'autres Grands Prix en ville, mais qui n'ont rien à voir avec Monaco. Ils sont créés à un endroit dans la ville où ça ne dérange pas trop. Tandis qu'ici à Monaco, c'est le centre-ville qui est impliqué à ça. Après, Thierry, on ne pourrait pas choisir un autre endroit dans Monaco, parce qu'on n'aurait pas la place. C'est là ou rien, quoi. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un exploit fantastique de pouvoir faire ça année après année. Et en plus de ça, d'avoir toutes les tribunes que se construisent, d'avoir les tribunes qui soient pleines du premier jusqu'au dernier jour. C'est un défi vraiment extraordinaire que l'Automobile Club relève chaque année. Et l'Automobile Club remporte son Grand Prix. À chaque Grand Prix. À chaque Grand Prix, voilà. C'est extraordinaire. Ça, c'est sûr. Et est-ce que maintenant, vous avez quitté la Formule 1 en 93 ? Enfin, je ne sais pas si vous l'avez quitté tout de suite, en arrêtant de piloter, ou si vous êtes resté dans le milieu de la Formule 1 ? Non, en fait, j'ai arrêté ça parce que j'avais envie de faire autre chose. Ouais. La F1, telle que je pouvais la pratiquer à l'époque, était pas... ne m'emballait pas trop, parce que rouler dans une écurie je dirais pas de moyenne... De deuxième niveau. Deuxième niveau, voilà. Ça me plaisait pas. En plus, rouler avec une voiture... Pour un gagneur, c'est ennuyeux quand on gagne pas. C'est insupportable. En plus de ça, rouler avec une voiture qui était construite pour quelqu'un qui était beaucoup plus petit que moi. Donc, je fais 1m80, Barrichello, il doit faire 1m60, 65, je ne sais pas. Ouais. Il y avait une énorme différence. Moi, je ne rentrais pas dans la voiture. Dans le cockpit ? Oui. Non ? J'avais beaucoup, beaucoup de mal à la conduire. Je n'avais aucune sensation parce que je n'avais pas la place. Même pour tourner les bras, je n'y arrivais pas. Donc, c'était très dangereux et j'ai préféré arrêter et me consacrer aux courses d'endurance après, avec notamment l'usine Porsche qui m'a engagé et puis avec qui j'ai eu des succès extraordinaires. Ah bah oui, parce que l'endurance, c'est autre chose quand même. Alors, on veut toujours gagner, on veut toujours être devant, ça c'est sûr, mais c'est une autre ambiance. J'ai adoré ça. En fait, j'ai adoré rouler avec toutes les voitures que j'ai conduites en course, que ce soit des voitures d'endurance de groupe C ou les GT1. Ah oui, il y a eu les groupes C aussi. Les groupes C auparavant, oui. J'ai roulé avec des voitures de tourisme aussi, notamment pas mal avec des BMW, de Ford Mondeo aussi. Donc, Ford Mondeo, oui. Donc ça m'a beaucoup plu. Quelle que soit la catégorie. Vous êtes un vrai pilote, quoi. Mais j'ai adoré piloter, et puis piloter ce que j'ai en main. Que ce soit une Formule 1, que ce soit une voiture de tourisme, que ce soit une GT, que ce soit... J'ai adoré faire tout ça, oui. Et j'ai eu la chance de gagner des courses dans toutes les catégories avec lesquelles j'ai participé. J'ai même gagné le Tour Auto l'année dernière. Donc, le Tour Auto qui est un rallye automobile organisé pour les voitures d'époque. C'est super ça. Ce qui est une compétition très, très, très serrée. Il doit y avoir beaucoup de talents qui font le Tour Auto. Il y a 240 personnes qui participent et c'est une compétition extraordinaire, vraiment. Ah ouais. J'ai découvert ça, puis en 3 fois, j'ai arrivé à gagner. Donc... Ah bah oui, ça, je vous fais confiance. J'ai bien compris que le moto, l'objectif de Thierry Boutsen, c'est gagner. Mais là aussi, c'est une course d'équipe, parce que moi, j'avais un équipier. J'ai toujours un équipier quand je fais les courses. Parce que le Tour Auto, on le fait à 2. Hein. On n'est pas seul dans la voiture. Ah non, on est deux pour toutes les épreuves sur route, en fait. Donc, c'est Hervé Ordioni qui m'a... Ah, c'est Hervé ? Ah ouais, c'est Hervé qui m'a accompagné, qui m'a guidé, qui m'a dit freine, tourne à droite, tourne à gauche, et puis bon. Hervé qui nous a laissé, qui est plus installé à Monaco maintenant. Oh, il vient de temps en temps. Une fois par semaine, il est là, J'ai beaucoup de plaisir à le voir et à l'entendre. Sinon, je vais le voir à Genève. Bah voilà, c'est pas très loin quand même non plus. Et dites-moi Thierry, est-ce que vous avez toujours voulu piloter ? C'est-à-dire que aussi loin que vous vous souvenez, petit, vous avez dit à vos parents, je sais pas, moi quand je serai grand, je serai pilote, ou pas ? Demandez à ma maman. Ah ben, je veux bien. Elle raconte partout que ma vie professionnelle, en fait, a commencé quand j'avais 3 ans. Ah oui. Avec la voiture, avec les pédales. Non, parce qu'à 3 ans, j'ai dit, je veux devenir pilote de Formule 1. C'est vrai ? Donc elle dit, voilà, sa profession a commencé quand il avait 3 ans.
Et j'y suis arrivé. J'ai fait tout ce Oui, qu'il faut parce pour y que arriver. c'est vrai que... Mais j'avais ça dans le sang. Je voulais le faire. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis toujours intéressé aux voitures dès l'âge de 3 ans, avec une voiture à pédale d'abord. Ah Et ouais. puis, d'ailleurs, la voiture à pédale, c'était une Ferrari rouge et qui C'est faisait 1 mètre de prémonitoire, long ça, comme hein. ça. Hein. Et j'ai retrouvé cette voiture, la même, dans un marché aux puces à Milan. Elle était toute pourrie, Oh, dans waouh. très mauvais état, mais c'était exactement la voiture Vous que l'avez j'avais. prise ou pas? Bien sûr, Ah bah je oui. l'ai fait refaire et elle est dans mon bureau, elle est bien, bien exposée dans mon bureau. Ah, c'est c'est la chouette, ça. voiture avec laquelle j'ai commencé à piloter, en fait. Comme ça, vous n'oubliez pas Dans d'où le ça vient. salon, dans le salon. Dans le Avec, salon. Parce que vous me dites, j'ai commencé à 3 ans et j'ai gravi tous les échelons. Est-ce que c'est difficile de devenir pilote professionnel? Est-ce que c'est une longue route? Une route, tiens. Est-ce que c'est un long chemin? Je devais dire, c'est presque infaisable. Ouais. C'est presque infaisable. Si on n'est pas motivé à 100%, si on ne fait pas 100% des choses qu'il faut pour y arriver, on n'y arrive pas. Ouais. Il faut être motivé, il faut être Il y a travailleur. beaucoup d'obstacles. Il y a plein d'obstacles, on reçoit des coups sur la tête sans arrêt. On peut être le meilleur un jour, le plus mauvais le lendemain. Et il faut pouvoir se battre contre tout ça et pouvoir accepter, C'est une pression constante. On fait en des erreurs, on doit comprendre ces erreurs, Ouais. les corriger pour faire mieux la prochaine fois. Le sport, c'est comme tous les sports à haut niveau, c'est quelque chose qu'il est très très difficile de pratiquer pour y arriver. Ouais. En fait, Et vos il y a un parents, chemin. ils étaient dans ce milieu-là, vos parents? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, mais ils m'ont toujours supporté. Comme je leur ai cassé les pieds depuis l'âge de 3 ans pour y arriver, ils m'ont dit c'est pas 18 ans qu'on va l'en empêcher, quoi. Ça se contrarie pas, hein, une vocation qui naît quand on a 3 ans. Ça se Non, contrarie non, pas. c'est sûr. Et Et d'ailleurs, comme petite anecdote, quand j'avais 11-12 ans, à l'école primaire où j'étais en Belgique, il y avait des contrôles psychologiques des enfants. Comme ça. Donc il y avait des gens qui venaient de l'extérieur pour faire une analyse psychologique de chacun des élèves, comme ça. Et quand ils m'ont demandé ce que je voulais devenir, bien sûr, j'ai dit je veux devenir pilote de Formule 1. Et bien ces gens-là ont convoqué mes parents en disant votre fils, il a un problème. Il a un problème, c'est pas un métier ça. Qu'est-ce que vous l'avez mis dans la tête de devenir pilote de Formule 1 et tout ça? Arrêtez, faites-lui changer de trajectoire, voilà, qu'il revienne un peu sur Terre. Puis c'est ça. Parce que j'étais tellement convaincant qu'ils en ont été choqués. Et puis, je suis arrivé en Formule 1, et puis ma mère a convoqué les gens pour aller leur expliquer. C'est ça, j'allais dire, un jour, vous leur avez fait un petit coucou. Elle s'en est occupée, elle les a remis droit dans leur botte, comme on dit. Parce que vous me dites, c'est un chemin difficile, il y a beaucoup d'obstacles, et si on n'est pas... Mais j'ai l'impression, enfin, alors après, c'est aussi ce que vous me disiez juste avant qu'on commence, c'est qu'en Belgique, en plus, il n'y a pas vraiment une école pour devenir pilote, il n'y a pas une tradition. Il y a une tradition de grands pilotes avec Jackie X, avec Olivier Jean-Lebien, avec Paul Frère, avec des gens comme ça. Il y a une tradition de grands pilotes. Mais quand moi j'ai commencé le sport automobile, c'était devenu déjà un espèce de show business avec besoin de sponsors, besoin d'argent. Hein. D'argent, de beaucoup d'argent, oui. C'est ça on l'oublie, mais ça coûte très très cher aux pilotes déjà. Avant j'ai dû financer moi-même je dirais que 80% de mon travail, c'était la recherche de sponsors pour pouvoir rouler, pour pouvoir payer c'est un sport mécanique et la mécanique coûte cher, donc il faut payer toutes les pièces mécaniques dont on a besoin, les pièces, la voiture, le carburant, les pneus, les voyages, tout ça, il faut. Je veux dire, on est seul devant une infinité de choses à faire ou à devoir faire pour y arriver. Et donc, je passais 80 mon temps à chercher des sponsors. Et bon, petit à petit, j'y suis arrivé. Mais en Belgique, j'étais pas très avantagé par rapport aux Français, par exemple, ou aux Allemands, qui avaient les Anglais aussi, des grosses industries locales derrière eux. Ne fût-ce que les cigarettes, par exemple, qui se vendent en beaucoup plus grand nombre en France qu'en Belgique. Donc, le sponsoring cigarettes que j'aurais pu avoir à l'époque était infime par rapport à ce que d'autres pilotes parce que c'était pas un gros marché, la Belgique, c'était pas un gros marché. Il n'y a pas d'industrie spécialisée dans quoi que ce soit en Belgique qui permette à un pilote de Et oui, débuter. parce qu'en France, il y a des pneus, par exemple. Puis il y a les pneus, il y a des écoles. Il y a plein de choses, plein de grosses industries qui peuvent aider. En Italie, il y a quand même la Scuderia qui est installée. Il y a quelque chose, c'est très différent. Moi, je me battais pratiquement tout seul
avec mes moyens du bord, avec les amis qui m'ont aidé, et puis ça a marché. Ça a marché. J'en suis très fier. C'est vraiment très, très fier. Ça a marché certainement parce que vous aviez un destin aussi. Hein. Parce que quand on choisit son métier à 3 ans, c'est qu'on a un destin. Est-ce que vous y croyez au destin? Parce que vous avez eu certainement des petits coups de pouce par moment. Je ne crois pas trop au destin. Non. Je ne crois pas trop à la chance non plus. Je dis, on a toute une série d'opportunités qui se présentent. Quoi qu'il arrive, il y a toujours des tas de choses qui se passent tous les jours. Avec des tas d'opportunités. Il faut choisir la bonne, il faut pouvoir l'exploiter comme il faut comprendre, et puis il faut s'en servir, et puis se servir des gens qui sont là pour vous les présenter, ou des phénomènes qui arrivent et qui font qu'à un moment donné, on choisit d'aller à gauche plutôt qu'à droite. Et c'est une série de choix comme ça que l'on fait dans la vie et qui nous emmène à qui on est aujourd'hui. Hein. C'est ça. Parce que en fait, on a parlé Formule 1, c'est quand même une grande, Formule 1, pilotage automobile, c'est quand même une grande partie de votre vie. Et puis, à un moment donné, vous décidez de faire autre chose. J'ai arrêté la course pour faire autre chose. J'avais envie de sortir de ce milieu-là, parce que c'est en fait, le milieu de la course, c'est un petit milieu dans lequel il se passe énormément de choses, mais on vit un petit peu tous les uns sur les autres, on parle tout le temps de la même chose, on a tout le temps les mêmes journalistes qui posent les mêmes questions, on a non, mais c'est vrai, c'est pas péjoratif, mais c'était comme ça. J'ai fait 22 ans de course, et puis je me suis dit, mais il n'y a pas que la course dans la vie, il y a autre chose. J'avais une passion pour l'aviation, et le hasard a fait que vous avez quel âge, pardon, quand vous décidez de faire autre chose? Donc, dans votre tête, puisque vous décidez d'être pilote de Formule 1 à 3 ans, à quel âge vous vous dites, j'arrête la course? À 42 ans. 42. Oui, 42 ans. J'avais décidé que je participais aux 24 heures du Mans. J'avais décidé que ce serait ma dernière course, ces 24 heures du Mans, à condition de la gagner, sinon j'aurais dû continuer jusqu'à la fin de l'année. Mais je n'ai pas gagné, mais ça s'est terminé dans le mur avec des vertèbres cassées. Donc, ça a réglé le problème, en fait, si j'ose dire. Hein. Ouais. J'ai arrêté de manière un peu brutale. Est-ce que vous pensez qu'il y a une relation de cause à effet dans le fait que c'était votre dernière course? Que peut-être il y a eu ce petit moment d'inattention, ou pas? C'était pas une inattention de ma part, c'est une inattention d'un autre pilote, qui a commis une grosse erreur au moment où je le dépassais. Une voiture à qui je prenais un tour. Je le dépassais, et au moment où il a changé de trajectoire au moment où j'étais à côté de lui, donc il m'a envoyé je suis parti en l'air, j'ai fait un vol plané. Est-ce que ça vous a confirmé en ayant cet accident que c'était le moment? J'avais pas le choix. Vous pouviez plus conduire de toute façon. J'ai mis à peu près 4 ans à me remettre de cet accident. Donc, les vertèbres, c'est dur. Les vertèbres qui étaient cassées, puis alors la rééducation, puis plein de difficultés, plein de soucis, mais bon. Je m'en suis sorti. Et donc, vous décidez de faire autre chose parce que, même quand vous êtes pilote de course, vous êtes déjà passionné d'aviation. Mais j'ai commencé à voler en avion quand j'avais 21 ans à peu près. J'ai suivi des cours, et puis quand j'étais en Formule 1 avec les primes d'arrivée que j'ai gagnées, j'ai pu m'acheter un petit avion, puis je l'ai revendu, j'ai acheté un deuxième, puis j'ai revendu, j'ai acheté un autre, et puis j'ai fait 4 transactions comme ça pour moi. Et vous n'arrêtiez pas de piloter, en fait, hein? Que ce soit une voiture ou un avion, vous étiez toujours aux commandes de quelque chose. Hein? Mais l'un, on se fatigue, dans l'autre, on récupère. En fait, on change les idées, on change l'esprit, on change... Alors, je vous disais ça parce qu'on a quand même l'impression que... Et on parle du pilote automatique en avion, hein? On parle de ça. Il y a bien un moment où on peut switcher sur le dashboard, et l'avion, alors il ne se pilote pas tout seul, mais il suit une route qu'on lui a indiquée, une altitude qu'on lui a demandée. Donc, quand on est en l'air, quand on vole, il y a aussi des moments où on peut souffler. Pas plus d'1 minute. Hein. Non. On doit toujours vérifier, faut quand même toujours vérifier, contrôler ce que l'avion fait. Et puis, il faut toujours être la tête devant aussi, parce qu'en avion, il suffit d'avoir une petite panne, et puis il faut réagir de la manière la plus adéquate pour ne pas avoir de soucis. Parce que si on fait un trou dans la terre, il n'y a pas grand monde qui résiste. Hein. Donc, et vous aviez tout de suite, vous dites, j'ai commencé à voler à 20 ans. Est-ce que là aussi, puisque j'imagine que quand vous avez commencé à conduire, vous aviez les sensations, est-ce qu'en l'air, vous avez eu les sensations aussi? Mais j'ai eu un prof qui était extraordinaire, qui s'appelait Christian Tarin, qui était aussi un copilote de rallye. Il a fait plusieurs fois le Paris-Dakar, etc. Lui aussi, il était à cheval sur les deux mondes. Et oui, mais lui, c'était un amateur plus qu'autre chose. Et moi, Mais c'est un gars avec qui je m'entendais super bien. On allait voler de temps en temps en Belgique, et puis
il m'a vite appris à faire des acrobaties en avion, avec des petits avions, des petits Cessna 150, 150, des 150, aérobates, pour que j'arrive à capter tout ce qu'on pouvait faire avec un avion pour pouvoir le maîtriser au cas où j'avais un problème. Il y a un problème, on perd un moteur, on perd peu importe ce qui peut arriver, on perd l'hydraulique, on perd comme ça. Donc il m'a mis dans des positions absolument invraisemblables et il fallait que je m'en sorte. Lui savait très bien ce qu'il faisait, mais moi pas encore, parce que je devais l'apprendre à ce moment-là. Et ça m'a vraiment donné le goût à cette maîtrise, cette préparation que l'on doit faire, ce contrôle, et puis d'être vigilant 24 heures sur 24 quand on pilote comme ça. Hein. Parce que quand on pilote un avion, il y a aussi cette sensation qu'on a moins quand on a une voiture entre les mains, c'est qu'à un moment donné, quand on est pilote d'avion, on va embarquer des gens. On va plus être seul. Donc il y a cette responsabilité mais parce qu'à un moment donné, vous avez bien dit à votre famille, à votre épouse, je sais pas, à vos enfants, on va aller là, on va y aller avec l'avion, quoi. Et donc vous les avez avec vous dans l'avion. Bien sûr, Donc c'est pas que vous. Mais l'instinct de conservation, on l'a d'abord pour soi aussi. Hein. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et c'est vrai, mais on ne pense pas trop à ça, parce que de toute façon, on essaye de sauver sa vie d'abord et avant tout, et celle des autres, bien sûr. Je ne vais pas... Ça rajoute pas un poids, c'est ça que vous me dites? Non, certainement pas. Certainement pas, parce que le danger est toujours là, le risque est toujours là. Quoi qu'il arrive, la panne mécanique peut arriver, et on y est préparé. Donc on sait le risque, petit ou grand, que l'on prend quand on part. J'ai fait des vols parfois où c'est assez compliqué, parce que décoller, puis avoir une tempête de neige, la grêle, et puis une chute de pression. Perdre un moteur quand ça arrive comme ça m'est arrivé tout ça. Donc il a fallu manager, et puis arriver au sol. Et puis j'y suis arrivé parce que j'étais bien préparé, bien entraîné, etc. Donc quand on s'est posé, on se dit, c'était un peu compliqué, mais bon, c'est passé. Mais si on est mal préparé, ça se passe beaucoup plus mal. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que cette sensation de prendre plus ou moins de risques parce qu'il y a quelqu'un à bord, c'est pas d'actualité, parce que de toute façon, on n'a pas envie de mourir, quoi qu'il arrive. D'abord soi-même, c'est ça. L'instinct soi-même, et puis les autres aussi. L'instinct de conservation, il commence par soi-même, oui. Mais bien sûr. Ça, et bon, il décline sur les autres aussi, et qu'il y ait une personne ou 10 personnes derrière. Ou 100, ou 200, c'est pareil. Comme dans les gros avions, c'est sûr. C'est sûr, c'est pareil. Mais c'est comme dans une voiture aussi, quand on part sur la route avec bien sûr. 1, 2 ou 3 passagers dans la voiture, mais c'est pareil, on va pas prendre plus de risques ou moins de risques parce qu'on a quelqu'un à bord. Hein. Parce que probablement c'est le même. Hein. Parce que là, moi, je vous écoute et je me dis, en fait, vous me racontez des épisodes, sans les raconter en détail, mais vous me dites, j'ai perdu un moteur en plein milieu d'une tempête de neige, ça m'est arrivé, etc. J'ai conduit des Formule 1, je me suis retrouvée à faire un vol plané avec ma voiture, j'ai cassé mes vertèbres. Ça, c'est une vie de casse-cou, d'aventurier que vous me racontez. Et en parallèle, vous me dites, c'est une question de préparation. Alors, vous diriez quoi? Que vous avez le goût du risque, ou que c'est pas ça du tout, c'est plutôt l'architecture totale du truc qui vous donne l'envie de le faire? Très bonne question. Très bonne question, parce qu'on se la pose souvent. On se la pose souvent, parce que je ne suis pas un casse-cou du tout. J'aime bien rouler vite, j'aime bien la vitesse, j'aime bien surtout la maîtrise de l'environnement dans lequel je suis, et de pouvoir piloter des voitures de course. C'est ce que vous décrivez, oui. À 100%. Je sais qu'il y a un risque là-dedans. Je le sais très bien. Soit ce sera moi qui ferai l'erreur, soit, ça m'est arrivé aussi plusieurs fois, une pièce qui casse sur la voiture. Soit c'est la mécanique qui fait l'erreur, soit c'est l'adversaire. Soit c'est le pilote, soit l'adversaire. C'est la troisième possibilité. Donc, c'est un métier à risque, c'est sûr, c'est évident. Mais de pouvoir le pratiquer au plus haut niveau en ce qui me concerne, 10 ans, c'était un moment de ma vie extraordinaire. Hein. Et c'était pas le goût du risque qui vous drivait alors? Certainement pas. C'est juste peut-être l'inverse même. C'est le goût de la maîtrise de soi pour aller le plus près possible de la limite qui nous fait basculer de l'autre côté, où là on prend des risques. Mais ça, c'est quelque chose que je me suis toujours interdit de par ma nature, de par mon caractère en fait. Bah oui, mais il y a des pilotes qui prennent des risques insensés parfois. C'est pas du tout mon cas. Hein. Bah vous prenez quand même un risque quand vous décidez de faire autre chose et que vous dites je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Vous étiez entrepreneur avant de... Pas du tout.
T'es un petit pilote Voilà. à la sauvette comme On ça. dit toujours, vous voyez, on dit toujours, il y a un moment donné où on fait comme un grand saut. Oui. Ah oui, oui. Parce que ça, c'est un grand saut. Mais Quand je on l'ai a fait. jusqu'à 42 ans, c'était la voiture, c'était le pilotage. Et puis un jour, vous dites, je fais autre chose. C'est un grand saut. Et c'est arrivé tout à fait par hasard. En plus. Alors, pour Parce quelqu'un que- qui ne croit pas au destin, Parce que, ouais, peut-être que je devrais y croire, oui. Parce mais- qu'en fait, quand j'ai arrêté la compétition pour faire autre chose, mais je ne savais pas très bien quoi. vous n'aviez pas En fait, décidé. j'avais pas encore décidé de faire ça. Et c'est une opportunité qui m'est venue. Comme moi, j'avais un peu d'expérience dans les transactions aéronautiques, j'ai eu une demande de, Oui, parce que vous aviez fait 4, vous m'avez dit 4 ventes pour vous. pour hein. moi, donc, des ventes et des échanges. Pour moi, Vente, comme ça, achat, ouais. chartering ou brokering. Non, non. en tout cas. Brokering. Non, achat-vente, pour moi Achat-vente. directement, Direct. pas broker. Mais je veux dire, le premier client, entre guillemets, que j'ai eu, c'était Heinz-Harald Frentzen, le pilote de F1, Ah, oui. qui un jour est venu me trouver en me disant, j'aimerais bien avoir un avion comme le tien, mais je ne sais pas du tout comment faire, où est-ce que je dois aller le chercher, etc. Je dis, Heinz, je m'occupe de tout. Et donc j'ai été chercher un avion, il était aux États-Unis, j'ai fait faire l'inspection technique dessus, et puis tout ce qu'il fallait faire, le rapatrier, faire comment dire. Parce que les petits Les- avions comme ça, ils font pas du transat. On les rapatrie, on les fait rentrer ou ils volent quand même. C'était un petit Citation, donc c'est un jet quand même, mais, Ouais. mais il fait. Il faisait C'est quoi, 1500 six heures d'autonomie, Non, non 3 heures. 3 heures. Non, 3 heures Donc il d'autonomie. peut pas faire un transat. Ah non, certainement pas. Il Donc, fallait passer par le Grand Nord. Voilà. Hein. Par le Groenland, et puis l'Islande, et puis descendre ici. Et puis je l'ai amené l'avion 2 mois après, il était là sur le. Je l'ai amené à Cannes, je me souviens toujours. le moment où je le lui ai donné, c'était pour moi une grande satisfaction, parce que je le faisais pour lui et plus pour moi, mais je l'ai fait comme si c'était pour moi, bien Ouais. sûr. Et ça s'est tellement bien passé que le lendemain, j'ai eu un appel de Keke Rosberg qui me dit Tiens, j'ai un avion, je voudrais vendre mon avion, comment est-ce que je dois faire Comment je fais Faut dire que là, vous aviez des copains, ou en tout cas des gens que vous connaissiez, Dans qui un avaient les milieu- moyens de faire ça Ouais, aussi. ouais, hein. ouais. Et puis j'ai eu Michael Schumacher qui m'a dit aussi Tiens, je suis en train d'acheter un nouvel avion chez Dassault. Je voudrais que tu me vendes mon c'était un Challenger à l'époque, Ah. un bel avion. Et ouais. ils pilotaient tous ces gens Non, ou non. pas Keke, oui. Keke Keke, pilotait, oui. Mais Michael, non. Et puis j'en ai fait comme ça, une dizaine de transactions dans le monde de la F1. Puis je me suis dit, mais pourquoi pas? Ça me plaît vraiment de faire ça. Je découvre un monde tout à fait nouveau. Peut-être pas trop du niveau technique, mais du niveau côté humain Ouais. de la chose, côté business aussi. Process aussi quand même. Oui, Ouais. bien sûr. Et puis je me suis lancé là-dedans comme ça. J'ai fait 10, puis 12, puis 15, puis 20, puis 100, puis 200, puis 300. Puis là, je suis à 420. Là. 420 avions vendus Parce depuis... que 420 avions vendus, ça Ouais. commence à faire beaucoup. Hein. Ça fait un chiffre sympa, ouais. Ouais, Ah ouais. Et parce qu'à aucun moment vous vous êtes dit, je vais faire comme Niki Lauda, je vais faire ma compagnie. Parce du qu'il y a tout. quand même une Non, tradition là aussi dans les pilotes de F1 qui se retrouvent dans les avions. Parce que Niki Lauda, il commence par piloter lui-même avant de créer sa compagnie. Ouais. C'est parce Mais qu'il vole. on faisait des courses d'ailleurs en avion aussi. Parce qu'en fait, quand on terminait Il faisait les... des courses en avion. En fait, j'ai dit toujours, il y avait 2 grands prix en fait les week-ends. Il y avait le Grand Prix sur la piste, et puis il y avait le deuxième Grand Prix, c'était le premier qui arrivait à Monaco. Ah ouais, c'est ça. Donc de temps en temps... Avec on était- l'avion. Avec l'avion, ben, en fait, on avait rendez-vous à la pizza de Roma, sur Ah oui. avenue Princesse Grace, là. Et le dernier qui arrivait devait payer l'addition. Et on était toujours une dizaine à rentrer comme ça, que ce soit Berger, que ce soit moi, que ce soit Senna, que ce soit... On arrivait, on partait Senna, tous il ensemble. pilotait ou pas? Non. Gerhard de temps en temps, oui, mais sinon les autres, pratiquement pas. Mais donc le Grand Prix s'est terminé tôt ou tard en fonction des abandons. Ah, parce On que ça courait. vous est arrivé de sortir au 54e tour et de partir direct alors? Ah, mais si j'abandonnais au 54e des 70 tours, on n'a pas grand-chose à Partiez faire, direct. de toute façon. Vous attendiez pas la fin de la course en fait? Ah non. Ah cool. C'était plus important de gagner la course C'était ici. plus au Monaco. important de ne pas payer la pizza quoi. On a eu des moments comme ça extraordinaires. On arrivait même parfois à faire décaler les plans de vol des camarades. Comme ça, on se Pour qu'ils présentait arrivent à la après. tour de contrôle en disant Tiens, mon pilote avec qui je volais disait Tiens, je suis le pilote de l'avion, machin, là, qui était celui de Nelson Piquet, par exemple, en disant Je voudrais retarder le plan de vol de cet avion-là, comme ça on pouvait partir avant lui. Tous les coups sont permis quoi. Ah, voilà, à cette époque-là, c'était. Ça ressemble c'était un drôle, peu au c'était- paddock ça. Hein. C'était marrant, c'était très marrant, ça. Ouais. Est-ce que quand vous êtes sorti de ce monde-là, enfin sorti sans être sorti, puisque vous m'expliquez vos premiers clients c'était quand même des pilotes de F1, donc c'était quand même une manière de rester au contact du monde qui était votre monde, différemment, mais aussi avec cet entourage qui restait connu. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit, je vais faire demi-tour?
Non, mais à l'époque, j'avais déjà 42 ans. Ouais. Et j'avais lancé un business qui était quand même assez time consuming et il y avait quand puis, même il y a pas mal beaucoup de d'argent, hein. stress, pas mal d'argent, et puis faut faire du travail. En fait, j'applique toujours la même philosophie que Que dans dans la la compétition, voiture, hein. c'est le faire bien ou pas du tout. Le faire bien, ça veut dire avec tout ce qui va avec, quoi, au niveau de préparation, au niveau de tout le travail qu'il y a à faire pour arriver Bien au sûr. bout, au niveau de la conclusion aussi, on peut rien laisser passer. Il y a trop d'enjeux. Et alors, vous êtes un patron exigeant? Mais j'attends des gens qui comprennent ce qu'ils doivent faire et qu'ils le fassent bien, aussi bien que moi. Instantanément. Peut-être pas instantanément, mais je leur apprends ce que je veux, je leur dis ce que je veux qu'ils me fassent. Et puis, je dis, comme on est une équipe, en fait, hein, donc les gens comprennent relativement vite. Soit ça passe dans l'équipe et ils sont vite intégrés, soit ils n'arrivent pas à s'intégrer, et à soit ce c'est au moment-là, ils ne revoir. restent pas longtemps. Cela dit, j'ai des collaborateurs qui sont là depuis l'an 2000. Ouais. Ça fait 20, C'était ma 24 ans. prochaine question. Il y a quand même des gens qui restent longtemps. Ah oui, la majorité est déjà depuis là très longtemps. Et je veux dire, bon, il y a eu un certain turnover Ouais. dans le personnel, bien sûr, mais je dirais l'équipe de base est toujours là. L'équipe de base est toujours là. Alors, cette équipe de base, elle s'est formée en même temps que vous? Ou c'est vous qui l'avez formée? Elle s'est formée en même temps que moi, en ce sens qu'on a tous appris ensemble ce qu'était que le monde de l'aviation et comment le traiter. Mais c'est moi qui ai toujours donné la ligne de conduite. La ligne de Vous êtes, conduite, vous êtes un enfant unique? Non, on était 4 à la maison. C'était vous le leader des 4? Le leader des 4, je pense pas qu'il y ait eu un leader, mais le fait que dès 3 ans, je voulais devenir pilote de course, je me suis un petit peu isolé dans mon coin en faisant mes affaires de compétition. J'allais voir les courses. Quand j'avais 10-12 ans, Focus. j'habitais près de l'aéroport de Bruxelles. À Zaventem. Zaventem, à 5 km de l'aéroport. Mais quand il y avait un Grand Prix sur le circuit de Nivelles, par exemple, je prenais mon vélo, j'allais jusqu'à Nivelles en vélo, je regardais le Grand Prix, je rentrais le soir. Il y a 30 km, 30, 40 Oui, km. c'est ce que j'allais vous dire, c'est quand même pas loin, tout près. quoi, Hein. par les petites routes et tout. Donc je faisais ça pour. Mais là, j'ai aucun de mes frères et sœurs qui m'accompagnait. C'est arrivé plus tard. Vous aviez des sœurs aussi? J'ai 2 sœurs et un frère. Ouais. Et ce n'est que plus tard, en fait, que j'ai été rejoint dans votre aventure, dans cette passion par ma dernière sœur, Olivia, qui m'a suivi dans une bonne partie des grands prix que j'ai fait, et qui a décidé c'est en 96-97 de créer sa propre écurie avec son futur mari à l'époque, qui était un ancien ingénieur de l'écurie Larousse en F1. Ah, ok. Et donc ils ont créé le Thierry Boutsen Racing. Je pense que j'ai participé aussi au niveau de la faisabilité, en tout cas. Hein. Faisabilité, créer un peu de notoriété. Et puis je me suis impliqué beaucoup dans l'écurie. Pour ouvrir la porte, en tout cas. Exactement. Et donc j'ai créé cette équipe-là, équipe de course, et ils sont toujours occupés aujourd'hui. Ça se passe super bien. Super bien. Elle était passionnée de mécanique? Non, mais passionnée de course. De course. De mécanique, non, pas trop. Vous lui avez donné le virus de la course? Elle l'avait peut-être comme moi. Hein. Je ne pense pas lui avoir donné, c'est pas quelque chose qu'on donne comme ça, mais... On partage au moins. Partager, oui, certainement. Partage au moins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai demandé si vos parents étaient dans ce milieu, parce que, à part une vocation comme ça à 3 ans qui tombe de on ne sait pas où, il y a aussi un partage. C'est la famille, c'est un ami, c'est des gens qui nous entourent et qui nous font vivre dans ce milieu-là. Parce que on parlait de Charles Leclerc, c'était son père qui était sur les circuits de karting et qui le met dans les kartings. Pas du tout. C'est venu de moi, ça. De moi. Bah oui, c'est ce que je comprends. J'ai vu les 24 heures du Mans à la télévision, des choses comme ça en noir et blanc encore à l'époque. Et j'étais passionné par ça. Quand j'entendais une voiture passer dans la rue, je savais quelle voiture c'était, quel moteur elle avait, etc. Ah oui? Quand j'avais 4-5 ans, je pouvais distinguer tout ça. Hein. À 4-5 ans? J'avais une passion pour ça, c'était invraisemblable. Bon, après, on comprend mieux comment ça a été rendu possible, parce que vous le dites, hein, sans cette passion et sans cette obstination, cette persévérance, ça aurait probablement pas été possible. On n'y arrive pas. Je suis certain qu'on n'y arrive pas. C'est pas des trucs qui tombent du ciel comme ça. Certains pilotes ont fait la compétition parce que leurs parents étaient très très riches, ils pouvaient acheter ce qu'ils voulaient, ils pouvaient. Même ça fait pas le talent, ça. Hein. Ça fait mais il y en a même encore actuellement qui roulent parce que le père peut a suffisamment payer d'argent pour le faire. Paye le volant, en fait. Paye le volant. Et bon, le fils, il se débrouille pas trop mal, lui, il va faire 1, 2, 3, 4, 5 saisons, mais
en milieu de grille ou en arrière de grille. Mais pour gagner des Grands Prix, c'est autre chose. Hein. Mais on dit toujours que pour gagner un Grand Prix, d'abord, il faut avoir une bonne voiture. C'est vrai? Indispensable. Parce que et encore plus on aujourd'hui peut avoir qu'avant. tous à peu près son niveau, à peu près le même niveau. C'est la voiture qui fait la différence. C'est ça que vous me dites, en fait. Aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant. Ah oui. Aujourd'hui, c'était nécessaire, bien sûr, mais on arrivait de temps en temps. Moi, je n'ai jamais conduit pour la meilleure écurie au meilleur moment. C'était McLaren qui remportait tout. Il y avait des saisons où il gagnait 15 Grands Prix sur 16. Donc, il ne laissait pas grand-chose aux autres. Hein. Oui, on dit toujours que maintenant, l'hégémonie, par exemple, de Red Bull, c'est tout nouveau. En fait, ça a toujours existé, ces écuries qui survolaient les saisons. Oui, mais à cette époque-là, c'était moins compliqué pour les autres parce qu'il y avait toujours moyen pour un pilote, dans des conditions particulières, de montrer le bout du nez. Moi, j'ai gagné 3 Grands Prix dans des conditions parfois un peu particulières. Vous aimiez courir sous la pluie, vous? J'ai un gros avantage, c'est d'être belge. Eh oui, c'est ça. Et c'est pour ça que je vous pose la question. En Belgique, il pleut tous les jours, donc on peut s'entraîner sur la route tous les jours. Et oui, moi j'ai un souvenir, j'ai vécu 3 ans à Bruxelles. Ah ouais. Oui. Et j'ai un souvenir, je disais toujours, quand j'appelais mes amis ou ma famille, je leur disais toujours, j'ai l'impression que je fais les 4 saisons dans la journée. Oui, c'est ça. C'est des choses qui n'arrivent pas ici. Et donc vous aimiez conduire sous la pluie? Ah, j'ai toujours adoré ça. Adoré. Parce que les conditions sont plus difficiles. Oui, c'est ça. Et quand on n'a pas la meilleure voiture, un pilote qui a vraiment envie de gagner peut faire la différence. Hein. Ça m'est arrivé plusieurs fois, ça. Non seulement en Formule 1, mais aussi en Formule 2, en Formule 3, en endurance aussi. Hein. Parce qu'au Mans, il peut arriver que pendant les 24 heures, il pleuve beaucoup. Hein. Ouais, qu'il pleuve autant qu'en Belgique. Ouais. Ouais, autant qu'en Belgique. Bah, oui. C'est pas loin, en fait. C'est ça, c'est pas très loin. Alors, vous faites ce grand saut, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat parce que vous avez des opportunités. Est-ce qu'à un moment donné aussi, sur cette route-là, vous vous dites, ça va être ma vie maintenant? Comme vous vous êtes dit, je vais être pilote, est-ce que vous vous êtes dit, ok, maintenant, moi, je veux être chef d'entreprise? Mais j'ai commencé un peu par hasard. Et oui, c'est ça, c'est ce que vous me dites. Et c'est venu petit à petit comme ça. Mais vous avez attrapé le virus ou pas? Est-ce que le fait d'avoir ce que je voudrais savoir de votre part, c'est est-ce que le fait d'avoir son propre business, ça fait une différence par rapport à quand on travaille pour les autres? Mais j'en sais rien. Et oui, parce que vous n'avez jamais travaillé pour les autres. Enfin, j'ai piloté pour des écuries, oui, mais c'était toujours pour faire mon propre, entre guillemets, business à moi. Mais je ne pense pas que je pourrais, enfin, j'en sais rien en fait, pouvoir travailler pour quelqu'un et dans quelles conditions, je ne sais pas du tout. J'ai toujours voulu être maître de ce que je fais, maître de subir mes propres erreurs, de devoir corriger mes propres erreurs, de pouvoir apprendre de mes propres erreurs pour m'améliorer. Et puis, je ne pense pas que j'arriverai à la même chose. Je ne pense pas que je serais fait pour travailler pour quelqu'un, mais travailler avec quelqu'un, oui, certainement. Vous n'êtes pas obéissant, quoi. J'en sais rien. Vous ne savez pas. Je sais pas. Je ne sais pas si je suis obéissant. Comment vous étiez enfant? Vous étiez difficile pour vos parents? Très, très timide. Très timide. Super timide. J'en ai même encore honte aujourd'hui quand je vois ça. C'est vrai? Ah oui. Non, honte, je disais comme ça en riant, mais c'est vrai, j'étais hyper timide. Hyper timide. Le temps que ça m'a pris du temps de perdre cette timidité. C'est grâce à l'automobile que j'y suis arrivé. C'est grâce au succès? Grâce au fait de pratiquer quelque chose qui me permettait, moi, de m'exprimer à ma manière. Et parler en public, par exemple, c'était quelque chose, jusqu'à ce que j'ai 18-19 ans, quelque chose qui pour moi était impensable. Faire une interview comme aujourd'hui, je n'y serais jamais arrivé. Votre langue natale, c'est le français? Oui. Parce que tout à l'heure, vous disiez, c'était difficile parfois pour des pilotes d'exprimer leurs sensations, etc. On oublie souvent que dans le métier de la Formule 1, rares sont les pilotes qui disent dans leur propre langue. C'est-à-dire que quand vous parlez à votre équipe mécanique, la plupart du temps, vous leur parlez anglais, c'est pas votre langue. Donc, il y a peut-être des moments où il y a des petites nuances qui sont difficiles. Certainement, mais moi, ça m'a toujours fait plaisir de parler la langue des autres. J'ai appris l'allemand comme ça, j'ai appris le néerlandais, vous le parlez? Je le parle aussi, bien sûr. Vous l'avez appris à l'école, le néerlandais? Un tout petit peu, je l'ai appris dans la compétition aussi, parce que la première année de Formule Ford, je faisais le championnat Benelux, et comme je n'avais pas beaucoup d'argent, moi j'avais juste de quoi payer mes pneus et mettre un peu d'essence dans la voiture. Tout le reste, je le faisais moi-même sur la voiture. Tous les entretiens, changer le moteur, changer les rapports de boîte, je faisais tout moi-même. Je préparais, toute la voiture était préparée. Et pendant les week-ends de course, j'avais un mécano hollandais qui venait me donner un coup de main juste
pour son propre plaisir et puis pour participer C'est super, à ce que je ça. faisais. Donc j'étais tout seul dans mon coin, je travaillais avec lui et j'ai fait 18 cours, j'en ai gagné 15 avec lui comme mécano. Donc, mais comme il était là, il ne parlait que le hollandais, j'étais obligé de parler le flamand avec lui. Ouais. Ça m'a vite appris la langue. Bah Et oui. j'ai appris l'anglais comme ça aussi, puis j'ai appris l'allemand comme ça aussi. Donc, Vous avez une aptitude quand même, parce que apprendre des langues comme c'est- ça en je pense travaillant, pas que c'est ce soit- pas... Je pense pas que ce soit une aptitude. Je crois Non. que c'est une question de C'est une volonté. nécessité, ouais. De volonté de pouvoir parler, de se lancer, de discuter Alors avec vous dites eux, je suis d'apprendre. timide, il faut pas être timide pour parler une langue qu'on sait pas parler. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se lancer dans une autre langue parce que justement ils ont cette timidité de faire des erreurs, de ne pas dire les choses correctement. Mais très timide en public, très timide quand il y avait Quand il y monde avait de autour, l'audience. quand j'allais, on faisait un peu de théâtre à l'école et tout ça, c'était quelque chose que je détestais. Moi, Ça je devait pouvais être pas horrible. C'est horrible, horrible, horrible. Par contre, one-to-one, quand j'avais quelqu'un en face de moi, là, j'arrivais à bien me débrouiller, bien me vendre, C'est bien ça le truc discuter. du mécanicien hollandais. Par exemple, voilà, ouais. Parce que du coup vous l'avez convaincu en fait. Ouais. Parce que le type il a quand même fait une saison avec vous juste pour Il vous faire a fait- plaisir quoi. Pour se faire plaisir, pour me faire plaisir. Ouais. Malheureusement, il est décédé, lui, il n'y a pas longtemps. Mais non, c'était très sympa. Ouais. Et vous dites malheureusement il nous a quittés. Il vous a suivi longtemps? Mais pendant un bon bout de temps après, comme ça, on a continué à communiquer jusqu'à Formule 3, puis un peu en Formule 2, puis ça s'est arrêté. Après, ça atteint des niveaux où c'était compliqué. Ouais. Vous avez comme ça des gens qui ont marqué votre parcours? Des gens, si je devais vous dire... parce que la vie, c'est aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des rencontres. Donc, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez en tête des gens ces rencontres qui ont été plus importantes que les autres? Je crois que dans la vie, toutes les rencontres sont importantes. Et il y a Les toujours petites, quelque chose qui peut en sortir. Ouais. Tous les échanges que l'on fait même avec des mauvaises personnes, ou avec des bonnes personnes, ou avec des gens extraordinaires. Des anonymes. Même de temps en temps, les 2-3 mots que j'échange avec le prince Albert, par exemple, qui sont parfois des banalités, mais ça a tellement de sens pour moi. C'est très important, et que ce soit mes employés, que ce soit la famille, que ce soit des amis que je connais depuis 50 ans maintenant, 60 ans, j'en sais rien. Vous êtes fidèle? Ah oui, bien sûr. Là, vous me dites que vous avez des staffs qui sont là depuis 24 ans, donc ça donne déjà une petite idée. Mais dans votre entourage, je parle de vos amis, évidemment, je ne vais pas vous poser des questions personnelles, mais votre caractéristique, c'est la fidélité? C'est une des caractéristiques, c'est surtout le respect. Le respect des autres, le respect de ce qu'ils font, le respect de ce qu'ils disent, le respect de comment ils vivent, etc. J'ai énormément de respect parce que, de nouveau, en voyant ce qu'ils font, j'apprends quelque chose pour moi et puis je peux comprendre certaines de mes erreurs, je peux m'adapter ou leur dire, écoute, là, je pense que je ferai autre chose. Parce que ce que j'ai envie de vous demander, c'est, ok, vous êtes né en Belgique, je comprends que finalement... très tôt, puisque si vous commencez à piloter à 21 ans, vous commencez à beaucoup voyager. Et là, vous êtes installé à Monaco depuis... 40 ans. 40 ans. Donc, si je vous dis, c'est où chez vous? C'est une autre très bonne question à laquelle j'ai vraiment du mal à répondre parce que j'ai beaucoup voyagé, justement. J'ai été plus ou moins chassé de la Belgique par le système fiscal là-bas, où j'étais invité à partir, à m'en aller. Mais il y a autre chose, c'est que en 1983, je suis venu à Monaco et j'ai en fait découvert le circuit au volant d'une... J'étais déjà venu auparavant, j'avais roulé ici, j'ai participé à une course de Formule 3. Un peu avant, mais bon, quand on est en Formule 3, c'est tellement loin, tout ça, qu'on ne pense même pas à vivre à Monaco, ni à rien du tout. Mais en 83, en 84, ma première compétition ici à Monaco, en 84, en fait, j'ai découvert la ville en pilotant la voiture le milieu de la ville, comme ça. C'est là que je me suis rendu compte. Ça paraît incroyable, mais on la visite en même temps, oui, bien sûr. Exactement, et puis on est là, puis il y a le soir, il y a les restaurants, il y a toute l'ambiance et tout tout ça. On y vit, ça. en fait. Je me dis, mince, on sort des paddocks, on va... Si je dois aller vivre quelque part, c'est ici, en fait. Je n'avais pas encore décidé à ce moment-là de venir ici à Monaco. Ce n'est que quelques mois plus tard que je me suis dit, je pars de la Belgique, c'est terminé, je ne veux plus en entendre parler de
la façon dont on est traité en tant que sportif dans ce pays-là. Et je suis parti, je suis venu ici à Monaco, j'ai chargé la voiture, j'ai pris mes affaires, je suis arrivé ici, j'ai trouvé un appartement, et puis, Encore une puis fois, ça a un grand commencé saut. comme Hein. ça. Ah ouais, tout à fait. Encore Tout à une fait, fois, un grand saut, hein. un grand Encore saut. une fois. Parce que quitter son pays, Ah, c'est pas facile. c'est hein. pas facile. C'est Hein. pas facile. C'est pas facile du tout. Vous êtes resté de nationalité belge? Oui, oui. Ouais. Mais c'est pas facile du tout de faire ça. Ah non. Il y a plein de mais choses. Il y a les odeurs, il y a les couleurs, il y a la façon de parler, il y a... mais j'y suis pas beaucoup retourné non plus en Belgique. Non. J'y suis retourné pour les courses. J'y suis retourné parce que j'avais ma famille qui vit là et j'y retourne peut-être encore plus maintenant qu'avant parce que ma maman elle a 92 ans maintenant. Tout va très bien, elle est en pleine forme, etc. Donc j'essaie un petit peu de Elle est toujours là. calmer dans tout ce qu'elle fait parce qu'elle veut toujours en faire trop. Bon, c'est Elle est plutôt en pleine bon forme, signe. mais bien sûr. Donc je vais la voir tous les 15 jours, 3 semaines. Je fais un saut là pour aller la voir. Ouais. Mais C'est vous qui volez ou vous prenez un avion je commercial? prends la ligne actuellement. J'ai plus d'avions à disposition. J'ai vendu tout ce que j'avais. Heureusement. Vous aimez toujours Mais- piloter ou pas? Oui, mais j'ai plus beaucoup le temps de le faire. Plus Parce beaucoup que de temps, en piloter un avion, on disait ça juste avant de commencer cette séquence, piloter un avion, c'est pas, on n'arrive pas à prendre les clés et on y va. Hein. fait. Mais Piloter si un on fait avion, ça, c'est dangereux. Hein. Voilà. C'est très, très Piloter dangereux. un avion, c'est Ouais, beaucoup ouais. de temps. Hein. C'est beaucoup de temps, beaucoup de préparation. Puis il faut voler Il y a beaucoup le tour aussi. de l'avion, il y a l'inspection de l'avion. Oui, oui. Ouais. En fait, quand j'avais un avion, j'avais un Cessna Citation, donc un jet, petit jet que je pilotais moi-même, seul. C'était un Seul. single pilot. Ouais. Et ça demandait beaucoup de self-control Ouais. aussi et de préparation. Je faisais les plans de vol moi-même, je planifiais la maintenance et tout ça. Tout était fait par moi-même, en fait, tout seul. Hein. Donc, Ben, dans tout ça, est-ce que vous avez eu du temps pour des enfants, pour une vie de famille? Parce Ah que oui, oui. 120 jours par an dans une voiture, déjà. mais là, c'était un peu compliqué, oui. Mais heureusement que j'avais l'avion, parce que ça me permettait de rentrer plus vite à la Plus vite. maison Ouais. et de passer un peu plus de temps avec les enfants. Mais les enfants s'en plaignent pas. Hein. Ils ont voyagé avec vous à un moment donné Ouais, ou de temps pas? en temps, on partait ensemble. Ouais, ouais. On a fait des beaux voyages comme ça ensemble. Ah ouais, bah oui. Parce que c'est incroyable, mais la Formule 1, enfin, en tout cas la course automobile, c'est dans le monde entier, en fait. C'est ça que ça donne aussi. Oui. Aussi bien en Afrique du Sud qu'au Canada, qu'au Mexique, qu'au Japon, partout. On voyage Ça partout. vous a plu, ça? Mais là, j'y suis pas allé. Bon, les voyages comme ça. Pendant 2 ans, j'ai fait ça, notamment avec. J'avais un grand fan de l'aviation qui était mon ami Michael Alboreto. Ah oui. Et on voyageait très souvent ensemble, lui avec sa famille, et puis moi avec la mienne. On se mettait tout le monde dans l'avion et là, on partait. On est parti en Afrique du Sud, on est parti au Mexique, on a fait quelques beaux voyages ensemble, comme ça. Très très beaux voyages. Vous avez fait le tour du monde? En une fois, non. Non, mais vous avez fait le tour du monde quand même. Bah, il manque encore beaucoup de place, beaucoup d'endroits. Hein. C'est vrai? Mais ça vous travaille, ça? Parce Mais- que j'allais vous dire, alors, ok, la famille, ok, tout ça, ok, l'avion, machin. Qu'est-ce qui vous donne encore envie? Parce que quand on a autant de passion, est-ce qu'il y a la place pour autre chose? C'est difficile, c'est compliqué. Eh oui. C'est vrai. Et c'est pour ça que j'aime bien faire ça par bloc. Donc, j'ai 22 ans de compétition. Maintenant, ça fait 25 ans que je fais ça. Je suis en train C'est de ça. penser peut-être à faire autre chose pour Ah bon les années qui viennent, oui, petit à petit. Comme ça, peut-être. C'est fatigant d'être Ok. chef d'entreprise. C'est parfois assez stressant. Ouais. Parce que dans le milieu, ce que je fais dans l'entreprise, ou ce que je fais avec la vente des avions, ben, il y a des moments où ça se passe très très bien, des moments où on vend beaucoup d'avions l'un à la suite Tout de l'autre, roule. et puis il y a des moments comme l'année dernière où pendant 9 mois on ne vend rien du tout. Parce que les circonstances font que, parce que la conjoncture fait que, la géopolitique fait que, donc il y a des moments où on stresse quand même pas mal, parce que les employés, on doit les payer, et puis on se dit, où est-ce que ça va maintenant, si pendant 9 mois il ne se passe rien, ou est-ce que le 10e mois va donner quelque chose ou pas? Qu'est-ce que je fais? Je continue, j'arrête? Toutes ces questions-là, on se les pose, hein, on se les pose. Mais heureusement, bon, c'est très cyclique, hein, j'ai vécu ça depuis un bon bout de temps maintenant, et les cycles sont parfois très violents, très importants, et c'est ce qu'on est en train de vivre pour le moment. Là. Quand le lockdown du Covid démarre, qu'est-ce que vous vous dites? Alors, là, je me suis posé beaucoup de questions, mais je suis resté en tant qu'observateur optimiste pendant longtemps. Ouais. Et puis, heureusement que ça s'est arrêté. Parce que Pour votre industrie, ça aurait été une Mais catastrophe. pour tout le monde, Ouais. heureusement que ça s'est arrêté, parce que sinon, on aurait été vraiment... Ça aurait été compliqué. Ça aurait été très compliqué.
Et vous dites, je suis resté optimiste. C'est votre nature, l'optimisme? Non, je suis plutôt réaliste. Réaliste. Mais dans des cas comme ça, j'ai préféré être optimiste que réaliste. J'ai passé outre les difficultés du moment, savoir qu'elles sont là, mais essayer de penser, de fabriquer le futur, en espérant que le futur nous permettra justement de profiter de ce que l'on prépare. Vous direz que vous êtes pragmatique? Oui, certainement. Parce que ce que vous racontez sur cette capacité à... alors moi je dis monter dans le train quand il va démarrer, hein, c'est les opportunités qui se présentent. Est-ce que je monte dans ce train-là? Est-ce que je le laisse partir? Est-ce que j'attends le prochain? Est-ce que je prends l'autre? Il faut avoir une dose de pragmatisme pour faire ces choix-là. Certainement, mais j'ai été éduqué par le sport automobile justement à essayer de voir tout ce que j'ai comme opportunité devant moi et de choisir la bonne ou les 3 meilleures parmi celles qui se présentent et puis finalement de m'orienter vers la meilleure. Mais c'est surtout le travail qui m'a permis d'avancer et de progresser. Je vais donner un exemple. C'est toujours cette espèce de recherche de travail bien fait. Ouais. Quand donc j'ai roulé en Formule Ford pendant 2 ans, j'ai gagné la 2e saison, j'ai gagné 15 courses sur les 18, et puis pas d'argent, pas de sponsor, pas de débouchés, etc. Je suis allé en Angleterre voir quelques équipes de Formule 3. Je voulais faire la Formule 3 à l'époque, sans un franc. Je suis allé là, sans comme ça. Juste de quoi vivre, de payer à manger, et puis c'est tout, quoi. J'étais un cornet de frites, quoi. Voilà. Et un cornet de frites, ouais. Et donc j'étais dans l'écurie March, l'usine March, qui fabriquait donc des voitures de course, de Formule 3 et de Formule 2. Et j'étais trouvé Robin Hurt, qui était le big boss à l'époque, avec Max Mosley. C'est quand même des noms, hein. Ah oui, j'étais les trouver en disant, voilà, je voudrais faire la compétition, ça c'est mon palmarès, mais j'ai pas d'argent, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, écoutez, on va vous aider, venez ici, vous pouvez travailler dans l'usine avec les mécaniciens pour aider à construire des voitures. Et j'ai dit, ok, d'accord, parfait, moi ça me plaisait bien. Construire des voitures, ça vous plaisait aussi? Ah oui, j'ai fait des études d'ingénieur mécanique pour ça, et puis j'ai toujours bricolé ma voiture moi-même, je la préparais moi-même, la voiture de Formule Ford. Et donc je me suis trouvé là avec les mécanos qui étaient des mécanos pour moi, des dieux. Incroyable. Avec qui je pouvais être là, comme ça, et puis ils m'ont dit, tiens, prends le boulon, tu le mets là, puis on prend l'autre boulon, tu fais ça, puis tu fais ça sur la voiture, tout ça. Et le soir, tout le monde s'en va, il dit, maintenant, toi, tu nettoies l'atelier parce qu'il faut qu'il soit propre pour demain. Donc je passais un coup de brosse dans tout l'atelier, et l'atelier était nickel, etc. Et j'ai fait ça pendant 2 mois, à peu près 2 mois et demi, et puis ça s'est tellement bien passé qu'ils m'ont dit, voilà, maintenant, tu peux passer à l'écran, à l'échelon supérieur, l'étape supérieure, et puis on va te donner tout un train arrière à monter, puis on va te donner un train avant à monter, etc. Et puis à la fin, comme je faisais bien mon travail, bien minutieusement, ils m'ont dit, écoutez, maintenant, si on a une écurie qui voudrait te faire rouler, si tu construis la voiture, tu pourras rouler avec cette voiture-là. Donc j'ai construit la voiture de A à Z pour l'avoir et puis pour pouvoir rouler. Donc cette saison-là, j'ai pu rouler en Formule 3. C'est cool. Mais si j'avais, ne fût-ce qu'un soir, mal nettoyé par terre, il m'aurait dit, écoute, tu rentres chez toi, et puis c'est terminé. Donc ma carrière se serait terminée là. Et j'ai toujours vécu avec cette idée de devoir faire les choses comme il faut. Ou pas, mais comme il faut pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et c'est comme ça que ma vie s'est faite, en fait. J'avais rien planifié en disant, je sais comment ça va se passer. À part être pilote de course, ça c'était planifié. À part ça, mais et encore, c'était une idée que j'avais en tête. C'était pas un plan. Planifié, non, c'était pas un plan. Donc le plan, je l'ai fait petit à petit. C'était learning by doing, et puis c'était avancer. Et chaque fois réussir un truc, puis passer au suivant, réussir, passer au suivant. C'est comme ça que je me suis fait. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant? Si vous aviez une baguette magique, et je vous dis, rendez-vous dans 6 mois, qu'est-ce que vous voulez? Mais j'aime tellement ce que je fais actuellement. Ah ouais? J'ai tellement aimé ce que je faisais auparavant. Ouais, mais ça ne vous a pas empêché de changer à chaque fois. Hein. Oui, bien sûr. Mais justement, parce que j'avais la passion pour ce que je faisais. Ce que j'aimerais bien faire, c'est prendre quand même un petit peu de recul, aller visiter certains endroits dans lesquels je suis allé, mais que je n'ai pas vu. Parce qu'on avait des grands prix, on allait sur place, on allait à l'hôtel, on allait au circuit, à l'hôtel, au circuit, à l'hôtel, au circuit, et puis on repartait. Et je me suis toujours dit, quand j'arrête la course, je vais passer 1 an à aller faire le tour du monde, comme vous disiez, pour aller voir les endroits dans lesquels j'ai coursé, comme diraient les Canadiens, mais que j'ai pas vu finalement.
Malheureusement, j'ai commencé à faire mon business d'aviation immédiatement après. J'ai eu mon accident aussi qui m'en a empêché. Mais ça, je ferais bien. Si ça, vous arrêtez, vous pensez vendre le business ou vous le laissez à vos enfants? Mais il n'y a aucun des enfants intéressés par ça. Ah. Aucun des enfants intéressés par ça. Tant mieux, ou tant pis, peu importe. S'ils ne sont pas C'est la intéressés, vie. ben voilà, moi j'ai toujours fait quelque chose que j'avais envie de faire moi. Et mes enfants, Il ne faut pas je les leur ai forcer à dit de faire un truc pareil. qu'ils n'ont pas envie. Non. Il ne faut même pas me parler de ça. Et alors, vous le vendriez quand même, le business, ou vous allez le garder et le mettre dans les mains de quelqu'un d'autre? Je ne sais pas, je suis en train de réfléchir. Ben voilà, En train c'est de la question réfléchir. qu'il faudra qu'on arrive à résoudre. Dans 5 ans, vous pouvez me la reposer et puis Ouais. je vous dis, tiens, tu fais 5 ça ans ou j'ai pas fait, peut-être. C'est quand? J'en ai, Peut-être pas avant. j'en ai 66 là. Donc, ouais, je me donne encore. Le tour 5, du 6 monde, ans, le puis- tour du monde, il faut le faire quand on a envie de le faire. Oui, hein. mais je me suis dit aussi que je voulais attendre d'avoir 500 avions vendus à mon palmarès avant d'arrêter. Ah, il en manque un peu. Il en manque 80 encore, donc si tout se passe bien, d'ici 4-5 ans, on devrait y arriver. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Et on en reparlera alors, j'espère, Thierry. hein. Et à bientôt à Monaco.